Après le recueil extrêmement important des commémoratifs et de l'historique, passons à l'examen clinique lui-même. C'est très simple, il doit rester extrêmement scolaire, avec 3 parties principales: l'inspection, les yeux, la palpation, les mains, et l'auscultation, les oreilles. Ces 3 temps doivent être faits dans cet ordre-là. Inspection tout d'abord, avec des éléments extrêmement importants, comme par exemple l'examen de la courbe respiratoire. L'examen de la courbe respiratoire est quelque chose de capital et souvent très sous-estimé, va permettre de déceler une dyspnée au repos, de savoir si celle-ci est inspiratoire ou expiratoire, donc plutôt obstructive ou restrictive. On a déjà là des éléments déterminants qui, dans beaucoup de cas de figure, vont être beaucoup plus importants que les examens complémentaires. Un élément très important tout de suite dans l'inspection est de regarder la courbe respiratoire. Comment ce chien, totalement terrorisé, respire. C'est facile, il suffit de suivre les mouvements thoraciques. Ici, il n'y a pas de dyspnée, ni inspiratoire, ni expiratoire. Il n'y a même pas d'ailleurs l'autre signe d'affolement qu'est la polypnée thermique. Donc, on peut dire que cette courbe respiratoire est normale. Les caractères de la toux aussi, simplement écoutés en direct sur un chien qui va tousser sur la table, sont déterminants. Par exemple, une toux de bronchite chronique va être particulièrement forte, mais humide. Une toux de collapsus trachéal va être particulièrement forte, mais sèche. Une toux d'œdème pulmonaire cardiogénique va être petite et humide. C'est une caricature, il existe des critères intermédiaires, mais néanmoins, déjà, ces éléments-là vont vous permettre d'orienter très sérieusement et votre diagnostic et, en priorité, les examens complémentaires. Sur la table de consultation, et toujours à propos de cette inspection, le comportement du chien, lui aussi, est très important. Là, vous pouvez juger d'un chien, certes, apeuré, il tremble, mais il est calme, ce n'est pas un énervé chronique. Or, cet énervement chronique va toujours être un facteur aggravant, notamment pour la fréquence de la toux. L'examen des muqueuses est également important. Effectivement, comme pour tout examen de médecine interne, les muqueuses vont pouvoir montrer une anémie, au contraire une congestion, ou éventuellement même des muqueuses bleues de cyanose dans un certain nombre de cardiopathies très spécifiques. La deuxième partie est la palpation. C'est un temps également très important et malheureusement également sous-estimé. Cette palpation doit commencer par une palpation du choc précordial à gauche, et là, l'intensité de ce choc précordial, le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque peuvent déjà être estimés avant même le stéthoscope. Mais ce qui est très important, c'est de comparer cette palpation du choc précordial à une deuxième palpation simultanée, qui est la palpation du pouls fémoral. Et là, vous avez presque un électrocardiographe entre les mains. En effet, s'il existe une discordance importante, à savoir une fréquence du choc précordial beaucoup plus élevée que la fréquence du pouls fémoral, avec donc ce que l'on appelle un déficit pulsatile, c'est qu'il y a un trouble du rythme majeur qui va vous indiquer que l'examen complémentaire numéro 1 à réaliser est un électrocardiogramme avant les autres examens complémentaires. 2 autres éléments de la palpation sont importants. La palpation de la trachée cervicale, qui peut s'avérer parfaitement flaccide, molle, et déclencher une toux intense, vous donnant immédiatement l'étiologie principale de la toux chez ces chiens de petite race. Le deuxième élément de palpation qui peut être important également est de faire ce que l'on appelle, en appuyant sur les muqueuses, notamment la muqueuse gingivale, un temps de remplissage capillaire qui va vous donner une idée de la puissance de la pompe cardiaque et notamment de sa faiblesse si ce temps de remplissage capillaire dépasse 3 secondes. On va, par pression sur la muqueuse buccale, calculer en secondes le temps de recoloration de cette muqueuse buccale une fois qu'on l'aura appuyée. Il doit normalement repasser du blanc au rose en moins de 3 secondes, sauf si la pompe cardiaque est altérée. C'est le cas dans les cardiomyopathies dilatées par exemple, où ce temps de recoloration capillaire va être supérieur à 3 secondes. C'est extrêmement simple et ça vous donne déjà la solution avant même l'échocardiographie. Après donc les yeux et les mains, ce sont les oreilles, à savoir l'auscultation.
L'auscultation est à la fois cardiaque et respiratoire. L'auscultation cardiaque, elle, doit toujours avoir le même ordre. On doit donc, à l'auscultation cardiaque, détecter la fréquence, le rythme, l'intensité des bruits surajoutés et l'analyse des souffles. Dans cette auscultation cardiaque, l'auscultation des souffles est certainement l'élément le plus important. C'est celui qui va apporter une précision sémiologique quelquefois capitale. Cette auscultation doit demeurer dynamique, c'est-à-dire que le stéthoscope n'est pas figé. Il va se promener sur le thorax à gauche, mais aussi à droite. Il doit aller au niveau apexien, il doit aller au niveau crânial, au niveau dorsal, au niveau médiothoracique. Chacune de ces aires correspond à une entité particulière et donc il faut absolument maintenir son stéthoscope en mouvement en permanence de manière à analyser les critères du souffle. Votre stéthoscope doit en permanence bouger sur le thorax du chien. Premièrement à gauche, mais pas uniquement sur la zone apexienne. On doit remonter vers la zone crâniale, on doit remonter vers la zone dorsale. Pour le canal artériel, le souffle est même situé sous la scapula à gauche et surtout, très souvent négligé, il ne faut pas oublier d'ausculter à droite. Il y a des souffles, comme le souffle d'insuffisance tricuspide ou les souffles de communication interventriculaire, qui ne s'entendent qu'à droite et pas à gauche. C'est donc un examen dynamique. Voici le détail des aires d'auscultation cardiaque chez le chien. Imaginez donc chez ce petit médioligne un cœur qui est situé à 45 degrés dans le thorax. Vous avez une première aire d'auscultation qui est sur le choc apexien, c'est l'aire apexienne, c'est l'aire de la valvule mitrale. Si vous remontez légèrement au milieu du thorax crânialement, vous allez avoir l'aire d'auscultation de la valvule aortique. Si au contraire vous descendez ventralement, mais de plus en plus crânialement dans le troisième espace, vous allez avoir l'aire d'auscultation de la valvule pulmonaire. Enfin, à gauche, en remontant sous la scapula, ce que tout le monde néglige, vous allez avoir très crânialement et très dorsalement l'aire d'auscultation du souffle de canal artériel. Ce n'est pas fini, ça c'est l'auscultation à gauche. Vous allez prendre votre chien en auscultation à droite et là vous avez deux aires importantes, une qui est située sous le coude droit qui est l'aire d'auscultation de la valvule tricuspide et vous avez une aire qui est située médiothoracique à droite qui est l'aire d'auscultation des communications interventriculaires. Voilà pour les principales aires d'auscultation chez le chien. Cette répartition dans l'espace est extrêmement précise, beaucoup plus que dans l'espèce féline et donc pleine d'enseignements.